Rebonjour à ceux qui viennent d'arriver. On va pouvoir commencer. Euh, Il y a donc juste bonjour un à petit tous. écho, mais je pense que c'est bon. Vous m'entendez bien? Ouais, Ou il y c'est a bon, c'est toujours bon. un écho? C'est Ah, bon, c'est c'est bon. bon. Ouais. Merci de vous être rendu disponible pour participer à ce webinaire de l'association Mountain Riders qui porte sur les freins au changement dans la transition des territoires. On se retrouve du coup mensuellement pour des webinaires de la même durée et sur le même créneau. Seule la thématique change tous les mois. Le prochain, ce sera sur la favorisation de la participation politique des jeunes. Le but de ces webinaires, c'est d'apporter de l'expertise sur les enjeux de transition en montagne et de valoriser l'association et les initiatives engagées. Nos webinaires sont enregistrés et sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube si besoin et si vous voulez les relayer. Pour commencer et pour introduire ce webinaire, je vous laisse la parole si vous voulez la prendre dans le chat. Avec cette question, quel est le plus grand obstacle au changement pour vous? Que ce soit le manque de temps, le manque d'énergie ou le manque d'outils, ou si vous avez un autre obstacle qui vous empêche d'engager un changement, que ce soit dans votre quotidien ou plutôt la vie professionnelle. Voilà, je vous laisse prendre la parole je pourrai lire les réponses au fur et à mesure. Donc, on a manque de temps, manque d'énergie, le sentiment que ça ne suffira pas, le manque de volonté politique, le manque d'outils, donc c'est assez divers, la redéfinition de l'imaginaire collectif de société, l'envie, le manque d'impulsion actuellement au niveau national où la transition est reléguée au 10e plan. Voilà, donc des réponses assez diverses et dont on va parler pendant ce webinaire. Euh, je vous introduis rapidement le programme du jour. Je vais rapidement vous présenter l'association et ses missions et comment on œuvre à notre échelle dans la transition des territoires et auprès des publics. La plus grosse partie du webinaire portera sur trois interventions, sur des partages d'expériences et d'expertise sur le changement de comportement. Et on aura deux temps d'échange, un après la première intervention et un autre à la toute fin. Pour nous présenter rapidement, l'association Mountain Riders est une association à la transition écologique. Nous sommes basés à Chambéry et à Foix et on œuvre sur la thématique de la transition auprès de divers publics. Notre raison d'être est la suivante: nous cultivons la joie et le faire ensemble pour accompagner la mise en mouvement des territoires de montagne à la transition au service du vivant. Donc, on travaille avec tous dans l'idée de faire du changement une démarche positive autour d'alternatives concrètes, et ce, autour de 4 projets. On a un projet autour de la gestion des déchets avec Montagne Zéro Déchet. On travaille avec les destinations touristiques de montagne avec la démarche labellisante Flocon Vert. Et on outille les acteurs de la montagne avec la formation à la transition. Et enfin, on sensibilise et éduque des publics éloignés de la montagne avec notre projet d'éducation à la montagne.
Pour rentrer un peu plus dans le détail, Montagne Zéro Déchet est historiquement le projet qui a porté l'association en 2001. Et aujourd'hui, il s'axe autour d'une une charte des déchets sauvages dans l'idée de les réduire à la source à travers des campagnes de caractérisation. Et depuis 2023, ce projet est porté avec l'ensemble des acteurs de la montagne puisqu'il s'engage dans une charte et une création de plans d'action. On a un deuxième projet qui est le label Flocon Vert. Donc, c'est une démarche labellisante pour des destinations touristiques. Donc, on travaille et on les accompagne sur une démarche de 3 ans, sur un cahier des charges environnemental, mais pas que, qui porte sur les dynamiques sociales et culturelles, l'environnement, l'économie et la gouvernance du territoire. La formation à la transition permet de mobiliser et d'outiller les acteurs de la montagne au travers de formations sur diverses thématiques liées au changement climatique, gestion des déchets, etc., au travers d'ateliers pratiques et en intelligence collective. Et notre dernier projet qui porte sur l'éducation à la montagne permet de sensibiliser les pratiquants et le grand public à travers notamment d'interventions scolaires ou euh, envers des publics qui sont éloignés de ce milieu-là. Donc, au travers de ces 4 projets, on travaille sur la transition des territoires en essayant d'initier des démarches avec les différents acteurs. Et on a remarqué que l'aspect comportemental de ces enjeux est souvent relayé au second plan. On a donc imaginé ce webinaire pour tenter d'apporter des clés de compréhension sur cet aspect qui est pour nous un accélérateur de transition. Pour ce webinaire, je ne suis pas toute seule. Voici l'équipe qui m'accompagne et qui va intervenir tout au long du webinaire. On a Carole Isidore Webel qui est du collectif Mission Possible, qui est facilitatrice en processus collaboratif. On a Juliette Guignoire qui est de l'association Mountain Riders et qui est chef de projet du massif pyrénéen. Et on a Lucas Laplanche du Parc naturel régional du Queyras et de l'Office de tourisme du IS3 Queyras, qui est éco-garde numérique. Donc, ils interviendront tous les trois et je vais laisser la parole tout d'abord à Caroline. Et je précise juste qu'après cette intervention, il y aura un temps d'échange, donc n'hésitez pas à partager vos questions et remarques. Voilà. J'arrête mon partage et je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui, très bien. C'est bon? Ok, bah écoutez, je suis enchantée d'être là avec vous. Donc, effectivement, je m'appelle Caroline Isidore Webel et ça va être plutôt la partie théorique de ce webinaire où on m'a demandé d'intervenir autour de la question lever les freins au changement de comportement dans la transition. On aurait pu ajouter transition territoriale, mais finalement, vous allez voir que c'est le même concept, que la transition soit générale ou territoriale dans cette présentation. Alors, moi, j'interviens au nom du collectif Mission Possible. Notre raison d'être, c'est de rendre possible un monde vivable et juste. Donc, on est très aligné avec l'association Mountain Riders. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? En fait, on accompagne les organisations et les personnes à vraiment passer de la prise de conscience à l'action. Pardon. Et donc, pour ça, on va intervenir sur tout type d'organisation, que ce soit du public ou du privé. Et excusez-moi, en fait, je suis perturbée parce que la présentation, c'est pas la dernière version. Alors, excusez-moi. Est-ce que tu peux arrêter le partage? Je vais mettre la dernière version. Merci. Le... Alors, pourquoi ça fait ça? Je partage. J'ai ma fenêtre.
c'est tout bon. On voit bien Non, ton mais écran. en fait, ouais, mais c'est pas la dernière version. Ça m'embête. Et excusez-moi, en fait, il me le propose pas dans... Est-ce que tu veux qu'on fasse un switch? Je peux prendre la Non, mais parole et puis comme ça, tu as le temps et... voilà. Est-ce que vous la voyez là? C'est bon? Mhm. Oui, Ouais, c'est tout bon. Ok, tout voilà, bon. c'est bon. Donc voilà, bah, juste pour information, voilà, nous, on a plus de 500 accompagnements à notre actif sur le collectif. On est 7 experts et on intervient aussi bien, on va dire, sur du secteur marchand que d'un point de vue associatif en termes de bénévolat. Alors, qui je suis moi? Je dirais que le fil rouge de ma carrière, c'est la notion d'accompagnement. Donc, j'ai commencé avec un magistère en sciences de gestion à Dauphine et j'ai fait plutôt de l'accompagnement financier puisque j'étais banquière. Après, j'ai décidé de m'orienter vers le développement de compétences, qui était pour moi aussi une façon de changer le monde. Et donc, j'ai créé un centre de formation pour dirigeants. Et puis, je me suis dit que tout seul, c'était bien, mais qu'à plusieurs, c'était mieux. Et donc, j'ai rejoint un centre d'innovation qui s'appelle The Camp, où on a mêlé développement de compétences avec l'accompagnement des transformations. Et avec l'équipe programme de The Camp, on a créé Mission Possible avec deux enjeux. On va dire un enjeu stratégique qui est qu'il faut bien définir collectivement les transformations réalistes qu'on a envie de conduire au service de ce monde vivable et juste, sans oublier les enjeux humains, puisqu'en fait, c'est l'humain qui va, on va dire, accélérer ces transformations avec trois mots-clés pour nous, l'envie, l'énergie et les compétences. Ce qui rejoint votre raison d'être, puisqu'il y a la notion de plaisir, notamment chez Mountain Riders. Alors, lever les freins au changement de comportement dans la transition des territoires, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Déjà, il faut avoir en tête que pour pouvoir répondre à cette question, il faut des éléments clés. Et donc, le premier, c'est que pour pouvoir accompagner ces changements, il faut des prérequis, donc des compétences techniques, que généralement, on a ce rôle d'expert. Mais il faut également avoir des compétences sur le fonctionnement humain, puisque comme on l'a vu, les deux enjeux humains et stratégiques sont mêlés. Et parfois, le fait de ne pas avoir ces compétences sur le fonctionnement humain, ça veut dire qu'on peut avoir des bonnes idées, mais on n'est pas capable de les mettre en œuvre, et donc on n'est pas capable d'accélérer les transitions qu'on a envie de venir voir. Et donc, nous, notre approche, c'est de dire que la première brique, c'est qu'il faut bien se comprendre. Et donc, deux mots-clés, empathie et analyse. C'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de l'humain, mais aussi être capable, d'un point de vue scientifique, d'analyser ce qui en ressort. La notion de se projeter, avec deux mots-clés, la séduction, parce qu'effectivement, pour avoir envie de changer, ben, il faut être séduit par ce qu'on nous propose, et donc générer de l'envie et la notion de l'engagement, où on va aller justement parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ben, finalement lever les freins, mettre en place des plans d'action, mais surtout passer à l'action et donc les réaliser. Alors, l'intention pour moi au cours de cette présentation de 20 minutes, c'est vraiment de vous permettre d'avoir des concepts clés. Et donc, le premier point, c'est avoir quelques repères sur le fonctionnement humain avec on va dire, un focus sur le fonctionnement humain individuel. Alors, euh, pareil, je vous pose la question dans le chat. Pour vous, est-ce que vous avez des exemples de comportements, voilà, que vous auriez envie de partager? Donc, je vous laisse écrire ça dans le chat. Je vois rien. Ah voilà. Est-ce que Voilà. Est-ce que vous avez des exemples de comportements? Qu'est-ce que c'est pour vous un comportement? Pas de mauvaise réponse, hein. Fuir, action, mise en mouvement, négociation, résister, protester, s'engager, agir.
attente d'action de la part des entités, renoncer, se déresponsabiliser puisque d'autres font pire. Ça, pour vous, c'est un comportement. Alors, un comportement, la définition que je vous propose, en fait, et donc de ce fait-là, les mots que vous avez proposés viennent illustrer ça, c'est l'ensemble des réactions qui sont observables chez un individu. Donc, c'est une manière d'être, par exemple, on peut être assis, debout, allongé. C'est une manière d'agir, effectivement. Fuir, c'est une... Alors, je dirais que fuir, c'est plutôt une façon de réagir. Protester, c'est une façon d'agir. Et il y a une notion de conscient et inconscient, c'est-à-dire que des fois, on fait les choses de manière intentionnelle et des fois, c'est juste, je dirais, quelque chose d'habituel. Et donc, la spécificité du comportement, c'est que c'est des choses qui sont objectives et qu'on peut décrire. C'est-à-dire qu'un comportement, par exemple, être en colère n'est pas un comportement dans le sens où c'est une interprétation d'un comportement, mais par exemple, taper sur la table est un comportement. Et donc, nous, ce qui nous intéresse dans la transition, c'est de venir analyser les comportements qui existent aujourd'hui et ce qui pourrait être demain au service d'un monde, on va dire, pour nous, mission possible, plus vivable et juste. Alors, pareil, dans le chat, je vous invite à partager des facteurs qui, pour vous, influencent ces comportements. L'éducation, la peur, la culture, l'histoire personnelle, émotionnelle, effectivement. La vie des autres, tout à fait. La communication, la société, les médias, les autres. Euh, et effectivement. Et donc, je vois que je suis face à un public qui connaît peut-être déjà tout ça. J'espère que ce n'est pas trop une redite pour vous. En tout cas, ça nous permet de bien poser les bases. Et donc, ça nous permet d'aller voir rapidement, mais comment il fonctionne cet humain finalement, qui a certains comportements qui sont plus ou moins adaptés à la transition. Et donc, nous, on part du postulat qu'il y a une neutralité des contextes et des faits et qui viennent influencer ce Bob. Donc, Bob, c'est notre personnage asexué de Mission Possible. Et donc, c'est les informations et l'ensemble comment dire, de ce qui se passe dans son environnement via ses cinq sens va passer par la tête de Bob. Avec un filtre qui est sa représentation du monde, qui est effectivement influencé par notamment son histoire personnelle, son éducation, que ces représentations du monde, plus des mécanismes on va dire, d'économie d'énergie, c'est-à-dire qui va faire en sorte que l'information perçue corresponde à ces représentations, vont générer des émotions. Donc, on passe au niveau du cœur. Et ces émotions vont générer des comportements qui sont donc, comment dire, symbolisés ici par le mot corps pour nous. Alors, un exemple, je vois un chien, donc neutralité des faits. Quand j'étais petit, j'ai été mordu. Émotion, la peur. Le corps, je fuis, effectivement. Je vois un chien, ça me rappelle celui de ma grand-mère, donc par rapport à mon expérience personnelle, ça m'émeut. Et le comportement, bah, c'est que je vais aller caresser le chien. Donc vous voyez que pour un même fait, on peut avoir des comportements différents. Et donc, on a dit que ces comportements, ils étaient visibles, observables. Tout ce qui est en amont, c'est-à-dire la tête et les émotions, c'est quelque chose qui est moins perceptible. Et donc, c'est ce qu'on appelle le facteur humain, c'est-à-dire l'ensemble des éléments qui permettent de justifier un comportement. Alors, il y a comment dire, un principe en psychosocial qui dit qu'on ne change pas les gens par le discours. Et donc, c'est beaucoup plus facile finalement d'inviter les gens à avoir un nouveau comportement en le testant que en leur disant que c'est bien de le faire. Et donc, nous, en tant qu'accompagnants, niveau d'énergie, l'action, le fait voilà, de faire, est un accélérateur justement du changement de comportement par l'essai. Il y a au cœur de ce bonhomme une pile. Et cette pile, elle symbolise les besoins. C'est vraiment, je dirais, l'énergie vitale qu'on a. C'est parce qu'on a des besoins qu'on reste en vie. Et donc, nourrir ces besoins, c'est un moyen finalement d'agir.
Alors, cette personne, effectivement, vous l'avez dit dans le chat, elle est influencée par le milieu culturel dans lequel elle est, le milieu social auquel elle appartient. Elle est aussi influencée par son environnement. Quelqu'un qui est au bord de la mer et quelqu'un qui est à la montagne n'a pas la même sensibilité. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles vous allez peut-être sensibiliser ces publics à vos problématiques. Et puis, on a également l'environnement émotionnel dans lequel la personne évolue. C'est-à-dire que dans un environnement émotionnel où, par exemple, on a le droit à l'erreur, on va peut-être être plus tenté d'aller essayer des nouvelles choses que dans des environnements où l'erreur est quelque chose, comment dire, de critiqué. Ce sont des exemples, hein. Donc, environnement social, environnement émotionnel et environnement physique. Voilà pour, on va dire, le panorama de notre Bob et de l'environnement, enfin, on va dire comment ça fonctionne et dans quel milieu il évolue. Et pour aller plus loin dans cette réflexion autour de comment lever les freins, on va passer à cette notion de séduction et d'envie. Donc, comment finalement on accompagne le changement de comportement grâce à cette notion de séduction et d'envie. Alors, qu'est-ce que c'est que changer de comportement? Donc, nous, ce qu'on vous propose comme définition, c'est que le changement, finalement, c'est le passage d'un état à un autre état. Et ça peut être une évolution, quelque chose de progressif. Par exemple, je trie mes déchets. Euh, Deuxième étape, ben, je trie mes déchets, en plus je fais du compost. Ou bien c'est une révolution, c'est-à-dire que, en gros, je déménage, quoi. C'est souvent l'idée. L'évolution, c'est je change de canapé et la révolution, c'est je déménage. Et donc, en fonction de, finalement, si ce changement est une évolution, une révolution, ça ne demandera pas le même niveau d'énergie. Et on peut avoir deux causes, on va dire, à ce changement. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de moi, c'est endogène, ou bien c'est quelque chose qui vient de mon environnement, et donc ce changement est exogène. Par exemple, si je mets en place des poubelles de tri ou comment dire, des amendes parce que j'ai pas le droit de faire de la décharge abusive. Voilà, le changement, il sera provoqué par quelque chose qui a changé dans mon environnement. Si par contre j'ai envie de faire quelque chose parce que voilà, c'est vraiment important pour moi, ce sera plutôt endogène. Alors, euh, donc changer de comportement, ça veut dire que on a un comportement qui existe aujourd'hui et qu'on aimerait aller vers un nouveau comportement qui peut être souhaité ou bien subi. Et pour aller de cet état A à cet état B, comme je vous le disais, ça demande de l'énergie. Si on est dans de l'évolution, ça va demander moins d'énergie que si on est dans de la révolution. Donc c'est intéressant de savoir dans les changements qu'on a envie de provoquer, où est-ce qu'on se situe, parce que ça nous permet de mesurer l'énergie qu'on va devoir dépenser pour pouvoir aller de l'état A à l'état B et éventuellement d'envisager des étapes, des comportements progressifs pour avoir le sentiment d'avancer. Alors, quelles sont les conditions qui favorisent le changement vers le comportement souhaité? Alors, comme je vous l'ai dit dans nos mots-clés, nous, on a vraiment la croyance que la première chose, c'est qu'il faut nourrir l'envie d'aller vers ce comportement souhaité. Il faut un objectif clair, c'est-à-dire que plus on a une vision du comportement, de la façon enfin, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on se projette dedans, plus on a de chances d'atteindre cet état. Il faut avoir comment dire, une autonomie, c'est-à-dire qu'il faut que cet objectif dépende de moi. Donc là, je reprécise, hein, on est vraiment sur le changement individuel. Et il faut avoir le sentiment que ce sera mieux le comportement après que celui que j'ai actuellement. Donc quand on vient sur ces notions-là, on est vraiment sur cette notion de clarté de à quoi ça va ressembler et pourquoi c'est bien. Il y a une notion qui est fondamentale, c'est la notion du sens. C'est-à-dire que au service de quoi je vais faire cette action. Et donc, généralement, quand on est sur cette question de au service de, on vient questionner cette énergie dont on a parlé autour des besoins. Par exemple, le comportement souhaité, c'est que je souhaite me mettre à la course à pied. Donc, aujourd'hui, je ne cours pas, demain, je cours. Euh, Au service de quoi? Bah, au service de ma santé. Et le fait d'avoir une locomotive, ça fait que j'aurai moins de mal à mettre mes baskets pour aller courir. Donc le sens est quelque chose de très important. Dans
dans le collectif, c'est cette question autour de la raison d'être dont on a parlé et voilà, de se raccrocher à quelque chose qui est plus grand que nous. Une notion fondamentale, c'est que si on souhaite aller d'un comportement actuel à un comportement souhaité, on peut en avoir l'envie. Donc, c'est ces 4 premières étapes, mais il faut avoir le sentiment qu'on est capable de le faire. Si vous avez envie de vous mettre à la course à pied, mais vous avez dans votre histoire déjà vécu ça et c'était affreux, vous allez peut-être avoir le sentiment que ce n'est pas possible ou que vous n'en êtes pas capable. Et donc, ça veut dire que j'ai envie, mais je ne passe pas à l'action parce que j'ai le sentiment que j'y arriverai pas. Et donc, voilà, ce point de maîtrise est très important. Il est nourri notamment dans votre association par le fait que vous formez les gens. C'est-à-dire que des gens qui ont envie, vous leur donnez les moyens de maîtriser pour pouvoir passer à l'action. Et donc, ça, c'est à peu près prédictif de 50% du passage à l'action, la maîtrise. Vous avez aussi une notion qui est très importante et qui est en lien avec ce que l'un des participants nommait, c'est-à-dire qu'il faut avoir le sentiment que on est soutenu par le groupe social peut-être auquel on appartient ou auquel on voudrait appartenir et que voilà, on se reconnaît aussi par nos actions avec des gens qui nous ressemblent ou auxquels on aurait envie de ressembler. Donc ces conditions, elles sont, c'est très intéressant d'aller les analyser parce que ça nous permet de voir finalement sur quoi éventuellement ça bloque et sur quoi on pourrait jouer pour faciliter le changement de comportement. Alors le comportement, il s'inscrit aussi dans une dynamique et donc je vous propose des cartes, donc il y a 7 cartes qui représentent des étapes humaines du changement. Donc, ce modèle, c'est un modèle qui s'appelle le modèle transthéorique qui a été créé dans les années 80 par 2 psychologues sur le phénomène des addictions. Et en fait, on se rend compte qu'il est valable dans tous les projets, aussi bien autour de la transition que dans des changements organisationnels. Et donc, le jeu que je vous propose là, c'est de lire les cartes et de proposer un ordre qui retracerait les étapes par lesquelles passent les humains pour passer d'un comportement A à un comportement B. Les réponses commencent à arriver. Je vois qu'il y a un consensus entre vos réponses. Super. Donc, effectivement, alors, euh, il y a une première étape qui s'appelle l'étape de pré-contemplation. Cette étape, en fait, elle peut être divisée en 3 étapes. C'est vraiment l'étape où, finalement, on ne sait même pas qu'il y a un problème. C'est ce qu'on appelle la méconnaissance. Ou bien un déni des enjeux, c'est-à-dire que ce n'est pas si grave. Le réchauffement climatique, la Terre en a connu d'autres, ça fait 4 milliards d'années qu'elle tourne, donc bon voilà, on n'est pas. En plus, c'est plus agréable parce qu'il fait moins froid en octobre. Et ce n'est pas de ma faute. Je sais qu'il y a un problème, mais en fait, j'y peux rien. C'est la faute des politiques. Et moi, à mon échelle, c'est pas parce que je prends l'avion, par exemple, que ça changera quelque chose. Finalement, il faudrait qu'il y ait une réglementation pour empêcher les avions de voler, et ça m'éviterait de le prendre. Donc cette étape de pré-contemplation, c'est une étape où on n'a pas du tout de remise en cause de son comportement actuel. On commence à rentrer dans l'envie de changer
dans cette étape qui s'appelle la contemplation, où on va dire, OK, je sais qu'il y a un problème, mais je ne peux pas agir. Ou, par exemple, je voudrais bien mettre un compost, mais en fait, ça va attirer les rats, donc voilà, j'ai pas envie. On est vraiment dans cette balance décisionnelle où je perçois plus de pertes à changer que de gains. Et donc, c'est là où on va venir travailler notamment sur l'envie. Ensuite, il y a une étape qui est l'étape de la préparation, où c'est que je vais commencer à prendre des informations. Bah, finalement, j'ai appris que la commune fournissait des composts. En plus, ces composts ne touchent pas le sol, donc ça n'attire pas les rongeurs dans la ville, par exemple. Donc là, c'est vraiment la prise d'information. Donc, comme vous pouvez le constater sur cette modélisation, on se rend compte que jusque-là, on n'a toujours pas changé. Et donc, la phase où on teste, vous voyez, il y a cette flèche avec l'énergie que ça demande, où on va commencer à tester le comportement qu'on souhaite avoir. Plus l'action paraît difficile, plus le niveau d'énergie qui est demandé à cet endroit-là est important. Donc ça veut dire que c'est un peu comme quand vous démarrez votre voiture, c'est la partie où vous avez l'inertie entre le moment où vous le démarrez et que la voiture avance et celle où vous roulez. Donc il y a voilà, un point de vigilance sur l'action qu'on demande. Ensuite, vous allez avoir la phase de maintien, c'est-à-dire que vous maintenez le comportement pendant une durée, c'est-à-dire que vous refaites plusieurs fois le comportement. Et enfin, vous êtes dans une phase qu'on appelle la phase de terminaison, qui fait que vous vous rendez même plus compte que vous avez ce comportement. C'est quelque chose qui est tellement ancré dans vos habitudes qu'il n'est plus questionné et que voilà, ça vous paraît naturel et que vous vous posez même la question de comment on pourrait faire autrement. Alors, ce que je trouve très intéressant dans ce modèle, qu'on a travaillé notamment avec Nature Humaine, qui a créé une fresque autour de ce modèle, c'est qu'on intègre la notion de rechute. Et c'est-à-dire que, en fait, la rechute n'est pas un problème, elle est complètement intégrée au modèle et que à chaque étape, on peut venir réfléchir sur les causes de la rechute. Qu'est-ce qui va faire que j'ai décidé d'arrêter le chocolat et que je continue d'en manger, par exemple? Euh, Quelles sont les conditions et l'environnement que je vais devoir mettre en place autour de moi pour faire en sorte que ça me demande le moins d'énergie possible pour ne pas avoir à retomber dans le comportement passé. Donc, par exemple, le chocolat, j'en achète plus en fait. Ça m'évite d'avoir envie d'en manger. Et donc, la rechute, elle est, comment dire, pas du tout diabolisée par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'environnement émotionnel, c'est-à-dire qu'on accepte qu'elle existe et on va réfléchir aux conditions qu'on va pouvoir mettre en place pour faire en sorte qu'on peut retourner rapidement dans le comportement souhaité. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Je regarde le chat. Ça va? Ok. Alors, donc, notion suivante que je vous propose, c'est la question autour de l'engagement. Du coup, sur cette question de comment lever les freins pour changer les comportements. Donc, on a vu ce que c'était qu'un comportement, par quoi il était influencé au niveau de l'humain, et qu'est-ce que c'était que le changement de comportement et ces dynamiques autour des étapes humaines du changement. Donc, lever les freins, en fait, un frein, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui empêche ou qui ralentit l'action. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller vers ce comportement souhaité, mais en fait, j'ai des choses qui m'en empêchent. Donc, souvent, on donne l'image, si vous êtes habitué à la facilitation et à l'intelligence collective, du speedboat, où on a ce bateau avec cette ancre qui empêche le bateau d'avancer. Voilà, le frein, c'est ça. C'est cette ancre qui empêche le bateau d'aller vers cet objectif, cette île. euh, et les leviers, en fait, c'est ce qui va nous permettre, au contraire, de faire en sorte que les gens qui ont envie, ben, on leur facilite le fait d'arriver au comportement souhaité. Donc, cette notion de frein et de levier, elle est symbolisée par l'ancre sur le bateau et elle est également symbolisée par les vents porteurs qui vont souffler sur la voile pour permettre à la personne d'aller plus vite vers son objectif. Et donc, pour lever les freins, la première chose, c'est d'identifier quels sont les facteurs qui freinent l'adoption du nouveau comportement. Donc, ces facteurs, ils peuvent être humains, comme on l'a vu, ils peuvent être également liés à l'environnement de la personne. Par exemple, l'environnement physique. Si j'ai envie de faire du vélo et que j'habite en montagne, ça peut être plus compliqué.
Donc, ils sont liés effectivement à cet environnement physique, au fonctionnement de l'humain, mais également ils peuvent être influencés par le groupe social ou l'environnement culturel dans lequel j'évolue. Une fois que vous avez identifié ces facteurs, il faut prioriser ceux sur lesquels vous avez un pouvoir d'intervention selon votre domaine professionnel ou bien individuel. Par exemple, l'association Mountain Riders a fait un choix d'aller sur les écoles parce qu'elle a un pouvoir d'intervention sur ce secteur-là. Ce serait peut-être plus difficile d'aller voir des entreprises à l'autre bout du monde, par exemple. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller identifier là où je suis pertinent et là où l'énergie que je vais mettre va avoir des résultats. Donc, une fois que vous avez identifié ces freins, vous allez identifier quels sont les leviers d'action qui sont à votre main, c'est-à-dire les solutions que vous pouvez proposer. Alors, ces solutions, j'ai repris les petits schémas que j'avais posés sur la définition du changement. Ça peut être aller travailler notamment sur la vision, la raison d'être, aller clarifier l'objectif, aller valoriser quels sont les bénéfices qui sont en lien avec le nouveau comportement, aller travailler sur la notion d'appartenance et de soutien, et également aller travailler sur le niveau de maîtrise qui va permettre, si j'ai envie, de passer à l'action. Ensuite, vous allez placer ces actions on vous propose sur cette matrice impact-effort, on est toujours sur cette notion d'économie d'énergie, hein. Et en fonction de ce que vous allez mettre dans votre matrice, on vous invite à d'abord aller voir finalement quelles sont les actions qui vous permettent avec le moindre effort d'avoir le maximum d'impact et de commencer par là. Généralement, c'est ce qui permet d'avoir un effet d'entraînement pour aller sur éventuellement des projets à plus long terme ou bien de manière naturelle d'aller mettre en place des petites actions qui vont avoir peut-être un moindre impact, mais qui vont avoir le mérite comment dire, d'alimenter régulièrement, je dirais, ce que vous faites et l'impact que vous souhaitez nourrir. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a vu ensemble au cours de cette intervention? J'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc on a vu de manière très schématique le fonctionnement humain individuel. On est venu travailler sur finalement quelles sont les conditions qui nous permettent dans le changement de venir créer de la séduction, de créer de l'envie au service de l'énergie. Et on a vu comment finalement s'engager, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un frein, comment le lever, cette notion de planification et de réalisation. Deux autres éléments me semblent intéressants, mais on ne pourra pas les aborder dans cette présentation. C'est la puissance de l'intelligence collective pour venir à chaque étape nourrir les dynamiques, permettre, voilà, utiliser la force du groupe pour venir trouver des solutions qui sont engageantes. Engager, ça veut dire trouver du lien entre l'action et le sens. Et donc l'intelligence collective est un accélérateur de ça. Et puis également la formation, parce que comme on l'a dit, le fait de permettre aux gens de se sentir en maîtrise par rapport aux actions qu'ils doivent mener, c'est une façon de maintenir les comportements. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que cette présentation va vous permettre d'avoir quelques repères complémentaires par rapport à ce que vous savez déjà. Et donc, voilà, est-ce que vous avez des questions? Merci. N'hésitez pas à ouvrir votre micro aussi si vous voulez partager votre question. Merci Kelly. Ouais. Merci Patou. Moi, j'ai une question. Euh, comment merci pour la présentation, c'était super. Euh, comment, par rapport au territoire de montagne, il y a toujours la question de savoir dans quelle mesure on travaille sur
Enfin, moi, j'ai besoin de clarifier le point entre comment on travaille d'abord sur des individus ou comment on travaille directement sur du collectif. Ou est-ce qu'en Mhm. travaillant sur le collectif, on travaille de fait sur l'individu? Mais voilà, moi, j'ai besoin de voir s'il y Alors, a un séquençage nécessaire ou pas. en fait, Euh, alors ma question, ça va être, par exemple, vous, dans quel domaine vous intervenez? eh ben moi, je travaille avec les territoires flocons verts. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'échelle du collectif, Mhm. avec tous les ateliers qu'on met en place, etc. On travaille aussi à l'échelle individuelle via de la formation, comme vous l'indiquez, Mhm. mais ça, c'est plus pour les élus ou les techniciens porteurs de la démarche localement. Mais par rapport aux acteurs locaux sur lesquels on aimerait qu'il y ait du changement de comportement, c'est vrai qu'on ne travaille qu'en collectif, que sur une Mhm. échelle collective. Et je me dis, est-ce que, ce serait un travail titanesque, hein, mais enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut travailler l'échelle individuelle du coup. Oui, oui, bien sûr. Alors, en fait, ce que j'invite, enfin, ce qu'on invite à faire, nous, c'est quand on est dans la phase d'analyse qu'on n'a pas abordée hein, dans cette présentation, c'est de cartographier les acteurs qui vont Hmm, influencer voilà, votre objectif pour aller ouais. chercher l'énergie là où elle est. Et on peut avoir, par exemple, un acteur qui est fondamental, c'est l'élu, qui est une personne. Et on peut avoir des acteurs qui sont des collectifs. Par exemple, si vous allez mener des actions auprès des écoles pour sensibiliser les enfants, c'est intéressant de le faire en groupe parce que vous allez travailler plutôt sur ces dynamiques-là et vous allez plutôt travailler sur l'appartenance qui fait que on a plutôt intérêt, je donne un exemple, mais sur la journée sans voiture, à faire en sorte que tous les enfants disent à leurs parents, bah, c'est sans voiture aujourd'hui et je serais ridicule si tu m'emmènes en voiture, voyez? Hmm, Donc, en fait, mon conseil, c'est dans la phase d'analyse de bien cartographier le système et d'aller identifier finalement, voilà, acteurs individuels, acteurs collectifs. Et par hmm, contre, les élus, ce qui sont quand même, qui ont une grosse zone de pouvoir, moi je trouve que c'est très intéressant, euh, de favoriser des temps d'échange où on vient nourrir. Alors, c'est vraiment l'étape où ils sont dans la contemplation et ils vont devoir aller en préparation. Et là, on vient plutôt travailler sur quelque chose qui vient toucher l'émotionnel et l'envie, comment dire, leur donner l'envie d'être leader du projet, vous voyez? hmm. Et donc, c'est pas le même travail, on ne vient pas questionner les mêmes choses, mais voilà, ça peut être intéressant et du coup, peut-être de les réunir entre élus, donc entre pairs, pour leur permettre de faire un travail individuel. Et je sais que c'est pas facile. Des gens pas faciles à toucher. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, oui. Ouais. Merci. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je suis désolée, je squatte la parole. Le temps, les enfants, la jeunesse, le Mhm. poids de la jeunesse sur le territoire, parce que moi, je me pose la question, alors, dans quelle mesure ça peut être un gros vecteur de changement dans le comportement d'un collectif, d'un territoire ou autre, de passer par les enfants Alors, moi, ce que je trouve hyper intéressant avec les enfants, c'est que ou les si jeunes, on hein, reprend enfin, je dis enfants, c'est jeunes, quoi. ouais, Mm. ouais, les jeunes, c'est que quand on est dans le tête, cœur, corps, en fait, ils ont une représentation du monde qui est peut-être un peu plus vierge que nous. Et donc, ils sont plus, vraiment, je mets des gros guillemets, hein, mais il y a une forme de... Ils sont plus malléables et peut-être plus faciles à engager. Et puis, ils ont une zone d'influence sur leur périmètre familial qui peut être aussi intéressant. Donc, je vous dis, voilà, juste un exemple. Et vous avez votre enfant qui est membre du conseil municipal de votre ville. Vous n'avez jamais fait les manifestations du 8 mai, du 11 novembre, etc. En fait, l'enfant va vous obliger finalement à changer votre comportement parce que vous ne pouvez pas dire non, en fait, à l'enfant. Ou si l'enfant a fait des cours de, voilà, enfin,
de gestion des déchets, du compost, etc. Et que quand vous avez vos habitudes et qui vous dit, mais maman m'a appris que c'était pas comme ça à l'école, bah, vous allez avoir tendance à changer votre comportement par rapport au regard de votre enfant sur vous. Donc c'est plus facile parfois de toucher les adultes par le biais des enfants pour qu'ils testent autre chose que d'aller directement toucher des adultes parce que les adultes que vous allez toucher, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés en fait. Alors que avec les enfants, vous pouvez toucher un public plus large. Mm. Mais après, voilà, les choses se complètent. Ah bah, après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit dans la fresque des étapes humaines du changement, c'est aussi vous, en tant qu'accompagnant, d'aller identifier les publics qui sont les plus faciles à mobiliser. Et généralement, ce qu'on cible, c'est les gens qui sont dans le oui, mais. Ils sont plus Mm. faciles à toucher que les gens qui sont en pré-contemplation. Donc Super. là, voilà. Et donc là, on s'appuie notamment sur le modèle de diffusion des innovations, si ça vous intéresse. C'est assez intéressant de voir finalement quelles sont les cibles qui vont avoir le plus d'impact par rapport à vos actions. Merci Caroline pour cette présentation. C'était très clair et très intéressant. Merci. S'il y a d'autres questions, je vous laisse les poser dans le chat et on pourra y revenir à la fin de ce webinaire. On peut enchaîner avec la prochaine intervenante. Juliette, si tu veux, je te laisse le partage. Je mets juste dans le chat mon mail si vous avez d'autres questions. Je suis à votre disposition. Ben voilà. Super, merci beaucoup. Merci. Merci Caroline, bon après-midi, bonne suite. Oui, je dois vous quitter, je vais sur une autre réunion. Merci à tous et puis je suis à votre disposition, voilà, si vous avez des questions. À bientôt. Très bien, merci. Merci. Au revoir. Alors, c'est en train d'arriver. Voilà, normalement, c'est bon. Oui, c'est tout bon. Ok, super. Et bah, du coup, bonjour à tous et à toutes. Donc, je travaille, comme l'a dit Romane, pour l'association Mountain Riders sur le massif pyrénéen. Et je vais vous présenter un jeu, enfin une intervention pédagogique qu'on a co-réalisée avec le Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, Aster, il y a maintenant plusieurs années. On est parti du, du postulat que la plupart, on va dire, des individus avec qui on travaillait étaient plus climato-sceptiques, mais en tout cas que la manière dont on s'exprimait sur ce sujet, les mots qu'on employait, et notamment les postures aussi que l'on employait, avaient un gros impact sur justement la mise en mouvement par la suite. Donc, on a créé cette intervention il y a quelques années, qui est une intervention en présentiel. Donc, on n'a pas de format numérique pour le moment à ce jour. On s'est basé donc sur plusieurs études, plusieurs sources, et notamment cette étude de chercheurs allemands qui ont essayé de faire une typologie des discours sur le changement climatique, enfin des discours qui du coup empêchaient le pouvoir d'agir. Donc comme vous pouvez le voir, alors moi j'ai du mal parce que c'est tout petit pour mon écran, mais du coup ils ont catégorisé 4 grandes familles qu'ils ont dissociées en plusieurs petits groupes. Notamment, par exemple, le frein de la méfiance, par exemple la méfiance scientifique, ou alors de la responsabilité, qu'on porte la responsabilité sur un autre individu en se disant bah, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute ou alors par exemple la faute des politiques ou la faute de mon voisin, etc. Je vous l'ai mis en version anglaise après, mais c'était pour quand on vous partagera le PowerPoint. On s'est également basé sur le kit qui s'appelle Crise écologique, sociale et sanitaire, qui a été réalisé par le GREN Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un réseau de structures d'éducation à l'environnement qui est donc régional et qui apporte plusieurs petits kits
pour se lancer dans l'accompagnement donc des adultes, pour le coup, avec des séquences d'animation. Et puis aussi une conférence d'un docteur psychologue et économiste euh, qui développe justement les 5 défenses internes. C'est pour ça qu'on l'a appelé, donc nous, le jeu des barrières. L'idée étant que quand on va vous apporter un message sur le changement climatique ou sur la perte de biodiversité, on va naturellement, en fait, chacun, chacune, avoir une forme de défense interne. Nous, on a appelé ça barrière, qui va nous empêcher de se mettre en mouvement par la suite. Donc voilà, l'objectif du jeu, il était assez simple, c'était de déguiser notre communication lors des discussions. Alors, quand on parle de discussion, on parle aussi de réunions d'ateliers sur le changement climatique et la perte de biodiversité, en tenant compte donc de ces freins-là auprès de nos interlocuteurs et interlocutrices. On a créé donc ce jeu qui en fait est plus une intervention pédagogique pour du coup se préparer face à des réactions qui pourraient être des fois déstabilisantes, pour aussi essayer de détecter, de comprendre les différentes barrières psychologiques, les freins, et puis pour s'entraîner justement avec notre posture et nos formulations à lever ces freins et ces barrières. Le jeu, il s'adresse à toute personne concernée par ces sujets-là, que ce soit des élus, des éducateurs environnement, chargés de mission, enseignants, etc. Il n'y a pas vraiment de limite. C'est quand même un public adulte, mais voilà, c'est assez large. Donc le jeu, il s'articule comme suit. On a déterminé, on a pris 6 barrières, sachant qu'il y en aurait beaucoup plus, mais en tout cas, on a voulu un peu condenser. Donc les 6 barrières qu'on a déterminées sont les suivantes. Donc les émotions, donc avec un grand S, hein, parce que bien sûr, elles sont nombreuses. La carte aussi, la barrière de moi et les autres. On en a parlé tout à l'heure avec Caroline. La barrière de la contradiction interne, ça, pour le coup, ça vous est sûrement déjà arrivé, un sentiment un peu de mal-être, de se dire, ah, bah, j'aimerais bien faire ça, mais en fait, je peux pas faire ça. Là, sur la carte en haut à droite, vous pouvez le voir, la personne, elle se déplace en vélo, enfin le personnage, et à la fois, il est consommateur de viande. Enfin voilà, d'avoir conscience en fait de ses actions, mais d'être dans une dissonance cognitive intérieure. On a également ciblé la barrière de la distance, une forme de mise à distance du problème, de la problématique. On est conscient ou consciente du problème, du changement climatique, de la perte de biodiversité, mais pareil, mais on va voilà, mettre à distance le problème parce que, par exemple, ça peut nous mettre en inconfort intérieur. On a aussi la carte de la croyance et des représentations, alors qui est une carte qui englobe beaucoup de choses. Voilà, vous pouvez voir avec les petits symboles, donc la carte en bas à droite. Ça peut englober tout ce qui est classe sociale, tout ce qui est, enfin, ça peut englober les religions, les valeurs, etc. Donc c'est quand même quelque chose de très large. Et enfin, la carte de la méfiance. On a ciblé cette barrière-là parce qu'elle nous semblait intéressante du fait que les constats scientifiques souvent sont là, mais dans une société où il y a énormément de médias, énormément de réseaux sociaux, il y a des fois enfin, des personnes qui pourraient ressentir de la méfiance face au contenu scientifique. Je vous propose du coup, pour que vous saisissiez un petit peu le principe du jeu, qui est assez simple, cette première phase, je vous ai mis des cartes avec des phrases qui ont été glanées lors de nos interventions terrain en tant qu'animatrice, éducatrice environnement, que ce soit dans le réseau d'Aster ou le réseau de Mountain Riders ou le réseau Educalp, qui est un autre réseau d'éducation à l'environnement. Et du coup, je vous ai remis les barrières en bas à gauche et je vais vous lire les petites phrases et puis si vous souhaitez
jouer le jeu d'essayer de déterminer quelle phrase correspond à quelle barrière. Donc la première phrase, c'est en fait, vous voulez revenir à l'âge de pierre. Je vous l'ai dit toutes et puis je vous laisse mettre dans le chat si vous souhaitez. La seconde phrase, c'est on nous culpabilise alors que nous ne sommes pas responsables. La troisième, c'est des changements climatiques, il y en a déjà eu. En fait, on est dans un cycle. La quatrième, j'aime trop le hors-sentier. Franchement, c'est chiant de suivre le GR ou les pistes VTT. Bon, après, j'achète des légumes bio et je me dis qu'on peut pas être parfait ou parfaite. La cinquième, c'est de toute façon, c'est déjà trop tard. Même si on arrête d'émettre des gaz à effet de serre, il faudra des centaines d'années avant de revenir à la normale. Et enfin, la dernière, les experts qui travaillent sur le climat ne sont pas tous d'accord. Je ne sais pas si... euh, Alors, il n'y avait pas des... C'est vrai que j'aurais pu mettre des petits chiffres, on va dire, en fonction des barrières, pour que vous utilisiez le chat. Peut-être s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, qui se lance. Bah, par exemple, voilà, il y a Anne-Sophie qui a mis la 4, donc contradiction interne. J'aime trop les hors-sentiers. Ouais. Estelle qui met donc la 6, méfiance, oui. Du coup, il reste les incroyance et représentation, ouais. Les deux, c'est on nous culpabilise alors que nous ne sommes pas responsables, donc émotion. Je vous dis oui, je dis oui dans le sens où je lis, mais je confirme pas pour le moment. La 5, la distance. Et ben, je vais vous mettre donc la 2, moi et les autres. Voilà, je vous mets la slide avec les petites réponses. Donc du coup, la première, c'était bien ça, c'était bien les croyances et représentations. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui l'avait dit. La seconde également, moi et les autres. La troisième, je crois qu'on ne l'avait pas évoquée pour le coup, c'est la barrière de la distance. Voilà, l'idée qu'on va on va mettre à distance ce sujet qui est trop important ou trop émotionnellement fort et du coup se dire, bah, de toute façon, on est dans un cycle global, donc on peut rien y faire. Et ensuite, donc contradiction interne, certaines d'entre vous l'avaient dit, les émotions pour qu'il est déjà trop tard, donc l'idée d'être voilà, dans une émotion négative. Je ne vois pas la différence entre la 3 et la 6. Alors ouais, c'est vrai que l'histoire de la méfiance ou la distance, alors la 3, donc c'était donc des changements climatiques, il y en a déjà, en fait, on est dans un cycle. Et les experts qui travaillent sur le climat ne sont pas tous d'accord. Bah, vous pointez du doigt, du coup, là, Anne-Sophie, une difficulté un petit peu de ce jeu, difficulté et à la fois quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que les réponses, elles sont pas tout le temps oui ou non, blanche ou noire. Et c'est vrai que l'enjeu de ce jeu, bah, là, je vous le présente assez rapidement parce que j'ai un petit temps, mais c'est un jeu qui se joue sur du temps long, on va dire sur 3 heures, voire même on peut faire une journée de formation entière pour vraiment saisir les concepts psychologiques, psychosociaux. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des fois où ça amène des désaccords et je comprends ce que vous dites dans le sens la différence entre la 3 et la 6 est un peu et peut être ambiguë. On avait fait le choix de les classifier comme ça, mais en fait, il n'y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais en tout cas, c'est pour comprendre les mécanismes psychologiques qui se cachent derrière chaque carte et chaque phrase. La distance, c'est par rapport à la distance, c'est de mettre à distance, se mettre à distance du sujet, quel que soit le sujet donné, quoi, par rapport à soi. On a du coup, après cette première phase, bon, là je vous la fais rapidement, mais en tout cas, après cette première phase d'essayer de comprendre, de compréhension des différentes barrières, l'idée c'est de comment répliquer et comment et quelle posture adopter pour répondre à des phrases comme celle précitée. On a déterminé 3 postures que, pour le coup, chez Mountain Riders, on utilise assez régulièrement.
La première étant la posture d'expert ou experte, donc apporter un savoir, des preuves scientifiques, une connaissance assez structurée. Ça, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Une posture d'animateur ou animatrice, où là, pour le coup, on va apporter une dimension plaisir, jeu, exploration. On va être animateur, on va animer ce changement, que ce soit à l'échelle de l'individu ou collectif. Et on est là pour motiver et impulser et donner envie et d'aller vers un objectif, être garant de suivre cet objectif. Et enfin, la troisième posture qu'on a appelée accompagnant, accompagnante, facilitateur, facilitatrice, qui pour le coup propose un espace assez ouvert qui nécessite d'avoir une pleine confiance dans le groupe ou dans l'individu, selon avec qui on travaille. Euh, et d'avoir une posture plutôt large, plutôt méta, et de garder juste le cadre et la qualité d'écoute. Quand je dis le cadre, ça peut être, si c'est un temps donné, de garder le timing ou de garder l'objectif global. Mais en tout cas, avec une posture assez large, éloignée plutôt. Et donc, du coup, pour chaque barrière, on vous a proposé des postures, des répliques à adopter selon les barrières. Et là, j'en ai cité deux, mais c'est des exemples. Par exemple, sur la barrière de la méfiance, si on est en posture de facilitation, on peut valoriser le sens critique et proposer à la personne de confronter ses idées dans différents cercles. Ça peut être une suggestion. Si on est dans une posture d'expertise, pour le coup, on va montrer les effets du changement climatique de manière très claire et précise, avec des sources, des articles de journaux, etc., enfin de sites internet. Et enfin, la posture d'animateur, animatrice, proposer des petites actions assez simples. On en parlait tout à l'heure avec Caroline. Elle disait de segmenter les phases d'action pour que le changement de comportement se passe plus facilement et pas que ça soit une immense marche à franchir pour la personne ou le collectif. Et enfin, du coup, j'arrive donc à la fin de cette présentation. À l'issue donc de la compréhension des barrières et de la compréhension des répliques, ou du moins d'imaginer des répliques, on a prévu des petites mises en situation qui vous amènent à vous mettre dans une autre posture, un autre métier, un autre corps de métier que celui vous avez l'habitude d'être. Et notamment, par exemple, une situation, ça peut être lors d'un conseil municipal, vous êtes l'élu, je ne sais pas, à l'urbanisme, par exemple. Et donc, du coup, votre collègue vous dit telle ou telle phrase, comment vous répliquez? Et voilà. Et donc, l'idée du jeu, ça va être vraiment une mise en situation lambda pour échanger, essayer d'avoir des nouvelles répliques. Et on voulait aussi que ce jeu soit collaboratif dans l'idée où on voulait glaner toutes les réponses voilà, de ce jeu et de pouvoir l'alimenter au fur et à mesure des années. Je crois que j'en ai terminé, enfin c'est même sûr. Pareil, je vous mets les mails enfin mon mail et puis le mail de ma collègue qui est sur le secteur Alpes qui se charge aussi d'animer ce jeu. Et je crois que je passe la parole à Lucas, c'est ça, et qu'ensuite on aura un temps de questions. Merci Juliette. Je te laisse prendre le partage, Lucas, si tu veux, Ouais, et on aura un temps d'échange du coup après ta présentation. là, normalement, vous êtes censé voir mon écran. C'est tout bon. Super. Hop, hop. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Enchanté d'être là. Merci Roman et Mountain Riders pour l'invitation. Donc, je me présente, Lucas Laplanche. Je suis éco-garde numérique pour le parc naturel régional du Queyras et community manager pour l'office de tourisme du Guillestroy et du Queyras et aussi pour le parc.
Donc l'idée là, pendant ce petit temps de présentation, c'est de vous présenter un petit peu les missions de l'éco-garde numérique et comment on peut du coup accompagner le changement de comportement à travers les réseaux sociaux et les messages qu'on peut diffuser à l'échelle du territoire. Donc le Kera, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, du coup, c'est un territoire qui est ça c'est un parc naturel régional qui est dans les Hautes-Alpes, juste à côté des écrins et à côté de la frontière italienne. Et donc pendant ce petit temps d'échange, voilà, le contexte et les enjeux, les différentes missions que moi je peux avoir à l'office et au parc. Et enfin, on verra la stratégie de communication autour du poste d'éco-garde numérique, qui est un poste totalement nouveau et unique qui a été créé il y a un peu plus d'un an maintenant dans le Kera et que j'ai repris il y a 2 mois. Donc, pour vous présenter un petit peu le contexte, c'est un poste qui se passe du coup dans une stratégie au niveau des réseaux sociaux ou qui prennent de plus en plus de place aujourd'hui dans l'information du visiteur en montagne. On a un public jeune qui s'informe beaucoup du coup par les réseaux sociaux et qui vient en montagne et qui est pas forcément coutumier un petit peu des codes de la montagne. Par coutumier, c'est pas un mot que j'aime employer, mais c'est tout ce qui est code de la montagne. Donc, ça va être les dangers, les bons gestes, les réflexes à avoir. Et du coup, le principe de ce poste découle de ce constat qui a été fait au niveau du Kera, avec un constat aussi fait par les éco-gardes sur le terrain d'une augmentation des infractions à la réglementation spécifique au territoire. Donc, comme vous le savez tous, la promotion des territoires, elle est très digitalisée hein, aujourd'hui. Donc, elle est portée par des organismes de destination comme les offices de tourisme. Donc là, on a un message qui est plutôt contrôlé. Et après, on a tout ce qui est réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, et tout ce qui est site communautaire, et aussi les influenceurs, où on n'a pas forcément aujourd'hui la main sur le message qui est posté, et on n'a pas forcément une modération sur les commentaires et sur les images qui vont être mises. Donc, l'objectif de ce poste aussi, c'est d'apporter une réponse à cette absence de maîtrise et de modération en travaillant auprès de ces acteurs. Le poste aussi, pour contextualiser un peu sa création, il a été poussé à la suite d'espaces de discussion sur la médiation autour des usages de la montagne dans le Kera. Et du coup, c'est une solution concrète et imaginée collectivement par l'ensemble du territoire pour répondre à ce besoin. Et l'idée, c'est de créer un message du coup qui est cohérent à l'échelle donc de la destination, et donc penser le Kera dans son ensemble, que ce soit l'office et le parc, mais aussi centraliser le message pour qu'il soit aussi partagé par les sociopros et les autres acteurs qui consomment le territoire, donc que ce soit les influenceurs qui viennent par exemple ou les gestionnaires d'applications, et du coup qu'on ait un message commun qui du coup fait sens pour les personnes qui viennent sur notre territoire. Avant d'attaquer un petit peu les missions que je peux avoir et comprendre comment elles peuvent induire un changement de comportement, il est important de comprendre que dans le Kera, on a une réglementation qui est mutualisée à l'échelle du parc. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé par le parc il y a quelques années. Et donc, la réglementation qui est faite par des arrêtés municipaux et préfectoraux, elle est similaire sur l'ensemble du parc, à part dans la réserve nationale qui a une réglementation plus poussée. Mais sinon, qu'on soit à Arvieux ou à Saint-Véran ou à l'autre bout de la vallée, le bivouac va être réglementé, les chiens doivent être tenus en laisse et le drone est réglementé. Donc ça facilite aussi pour la personne qui vient sur notre territoire la connaissance de la réglementation en place. Enfin, on est donc sur 2 structures, comme je pouvais vous l'expliquer. Donc, je suis à 60% à l'Office de tourisme du Guillestroy et du Kera et donc 2 jours par semaine au parc. Donc, on a des objectifs qui sont très différents dans la façon de communiquer à travers ces 2 structures. Les offices de tourisme, on est plus sur une logique de promotion du territoire avec, comme objectif principal, de générer des visites sur le site internet. Là où au parc, mon objectif, ça va être de montrer les missions du parc et de mettre en avant un objectif de préservation. Mais en respectant le ton de marque et les objectifs de chacun de ces 2 structures, on arrive quand même à partager un message de bonne pratique commun, notamment autour, par exemple, des questions du partage de l'espace, qui est quelque chose qui est assez compliqué aujourd'hui en montagne, et notamment la montagne qui est considérée comme un espace de liberté par beaucoup de personnes. Et donc forcément, ça pose des problèmes, que ce soit avec le pastoralisme et le tourisme, mais aussi avec des propriétaires privés. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel on travaille. Et enfin, il est important aussi de rappeler que du coup, les réseaux sociaux, c'est un maillon dans le parcours client du visiteur et un maillon de la sensibilisation. Donc en fait, le visiteur, quand il va vouloir venir sur une destination, il va peut-être l'avoir d'abord sur les réseaux sociaux, ensuite réserver son séjour sur un office de tourisme, et ensuite commencer sa randonnée. Et en fait,
on a du coup ce poste d'éco-garde numérique qui est un maillon de cette chaîne et qui permet aussi de rassembler du coup les deux structures. On va avoir au départ des randonnées, nous, des éco-gardes qui vont venir sensibiliser les personnes au départ des randonnées. Je pense notamment au lac Mirror ou au lac Sainte-Anne au niveau du Cara qui sont très fréquentés. Et aujourd'hui, on relève beaucoup d'infractions, notamment liées au bivouac et au feu, qui sont aussi réglementés dans le parc. L'avantage d'être aussi dans un office de tourisme sur un poste mutualisé, c'est que ça permet aussi de transmettre le message auprès des conseillers et conseillères en séjour, et donc d'avoir une communication qui est harmonisée entre le parc, donc les conseillers en séjour, et moi, qui du coup m'occupe de la partie réseaux sociaux. Au niveau du coup de mes missions, je gère du coup pour la partie community management, je gère les comptes des réseaux sociaux des deux structures. Et pour le parc, on y reviendra un petit peu plus tard, j'ai une mission spécifique qui est donc le poste d'éco-garde numérique, qui est une nouvelle mission aujourd'hui qui reste encore à inventer, même si la Tiffany Etienne qui était là avant moi a quand même déjà bien débroussaillé le travail. Donc ce poste d'éco-garde numérique, il a trois principales missions, hein. C'est veiller sur les réseaux sociaux et les applications aux différents messages qui peuvent être postés par les internautes. Si en cas de contenu qui ne respecte pas la réglementation du parc et les bons messages qu'on veut faire passer, on a une prise de contact avec donc ces internautes et les gestionnaires d'applications. Et enfin, les influenceurs qui aujourd'hui ont un rôle central sur nos territoires et avec la communauté qu'ils peuvent avoir sur les réseaux sociaux. On travaille aujourd'hui avec ces influenceurs pour transmettre les messages. Donc au niveau du partage des bonnes pratiques, ça va se faire en deux temps. Donc sur la partie community management au niveau de l'office de tourisme, ça va se réaliser au niveau des campagnes notoriété qu'on peut réaliser. Donc à la base, c'est des campagnes digitales payantes qui du coup visent à asseoir la notoriété de la destination et la faire connaître à plus de personnes. Et donc on va capitaliser sur cette campagne de notoriété pour faire passer un message. Et là, donc, les campagnes qu'on a pu réaliser, c'était sur la notion de partage de l'espace dans la montagne. Donc, par exemple, on essaye de montrer que ce territoire, il est habité à l'année, donc il est habité par des êtres humains, mais aussi par des animaux. Donc, quand on va randonner en montagne, on randonne sur le territoire d'un animal ou d'une fleur. Donc, il est important aussi il est important de respecter ce territoire pour continuer à le faire vivre. Et donc, la transmission du message de sensibilisation pour faire changer le comportement, il passe par les accroches qu'on a pu écrire avec l'Office de tourisme. Donc là, par exemple, pour les visuels d'automne, ici, l'hospitalité se vit pleinement et ton respect protège un environnement unique. Bienvenue dans leur écrin. Donc en fait, la sensibilisation, elle est incorporée dans un message de communication et elle n'arrive pas seule. Si le message de sensibilisation, il arrive seul, il aura beaucoup moins d'impact que s'il est accompagné d'une communication qui inspire du coup les personnes. Donc là, on est sur un message inspirationnel pour faire venir les personnes sur le territoire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va répéter aussi dans nos publications interviews, qui est un format qu'on a sur le Kera. Donc là, l'objectif, ça va être de sensibiliser la communauté à la réalité du terrain du Kera et partager les bonnes pratiques. Donc là, on a l'interview d'un médiateur pastoral qui travaille avec nous au parc. Et du coup, à travers l'interview, on fait passer les bons messages et les bonnes pratiques à travers un contenu plutôt ludique. Donc la dernière question de l'interview était: comment faut-il se comporter près d'un patou ou d'un troupeau? Et donc là, Christophe détaille les bons comportements à adopter face au patou. Et donc, ça permet aussi d'avoir un message cohérent à l'échelle du territoire et qui est porté par tous les acteurs. Au niveau de la stratégie des réseaux sociaux du parc, donc on a différentes typologies de contenus qui sont établis et qui mettent en avant le travail du parc sur le territoire de préservation. On a aussi également des posts sur la faune et la flore et sur les événements qu'on peut réaliser. Mais c'est surtout les posts sur les bonnes pratiques qui vont nous intéresser sur nos missions. Et donc, on va par exemple réaliser des posts sur les missions du parc. Et là, ça va permettre de sensibiliser les personnes qui nous suivent sur le travail du parc. Donc là, c'est par exemple sur la mise en défense d'un territoire pour protéger le lagopède. Donc l'idée, c'est de mettre en avant la mission du parc et de rappeler du coup, qu'on a des zones de défense sur le Kera. On a aussi des posts de sensibilisation qui sont faits, qui sont un peu plus ludiques sur un ton décalé et non moralisateur. Ça, j'insiste sur le non moralisateur.
puisque ça permet de ne pas faire culpabiliser la personne qui lit le post et donc peut-être qu'elle comprenne mieux le message qu'on essaye de lui faire passer. Donc là, ce kit de la fédération, le kit de communication qui nous est mis à disposition par la Fédération des parcs, reprend des musiques un petit peu connues que vous reconnaîtriez sûrement. Laissez-moi pousser, laissez-moi, ou encore les histoires de feu finissent mal en général. Et donc là, on essaye de manière ludique de faire passer un message de sensibilisation aux personnes qui nous suivent. On a aussi des contenus qui sont un peu plus bruts sur de la sensibilisation. Là, je pense notamment à cette petite série qui avait été réalisée l'hiver dernier sur le risque hors piste. Et donc là, on a des sortes de petits tutos assez faciles sur notamment l'utilisation d'un DVA ou sur la pratique du hors piste et comment on prépare sa sortie. Au niveau des missions de l'éco-garde numérique, donc c'est des missions qui sont à inventer et qui restent encore un petit peu à peaufiner pour maximiser l'impact qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc la première mission et la plus classique, c'est une veille constante et permanente sur les différents réseaux sociaux, des contenus qui sont postés par les internautes, mais aussi par les influenceurs. Donc là, c'est voir si les messages qui sont postés sont en accord avec la réglementation du parc et les bons comportements qu'on promeut. Je vous montrerai après, mais quand on a un mauvais comportement ou un comportement interdit, on a un arbre d'intervention, un arbre de décision qui nous permet d'envoyer le bon message à la personne pour la faire réagir et du coup faire changer ce comportement. On a aussi du coup s'assurer de la mise à jour des bases de données collaboratives sur la réglementation locale et les zones de mise en défense ou de protection. Je pense notamment à l'application Biodiv Sport qui recense les différentes zones de réglementation et de protection qui sont mises en place. Là, l'idée, c'est de s'assurer que quand on a une zone de mise en défense qui est mise en place, qu'elle soit aussi mise à jour sur cette carte pour que les personnes qui la consultent soient au courant de la nouveauté. Et après, on a tout un travail de fond sur les forums et sur les groupes privés pour faire passer du coup les messages, mais ça, on va y revenir un petit peu après. On a différents outils en interne qui nous permettent de communiquer, hein. Je vous parlais du coup de l'importance de communiquer entre les éco-gardes et l'éco-garde numérique, puisque s'il est constaté sur le terrain une hausse des infractions, j'en sais rien par rapport aux drones par exemple, voilà, est-ce que ça va pas être l'occasion d'accentuer un petit peu la veille que je peux faire sur les réseaux sociaux sur les drones, ou faire un post pour rappeler la réglementation drone dans le CARA. Voilà, donc tout un travail en interne, notamment avec les bergers aussi et l'Interpark. Et enfin, les différentes actions, comme je vous le disais, un suivi systématique des influenceurs à outdoor qui travaillent dans le Kera, les applications en ligne que vous connaissez, hein, Komoot, Altitude Rando, et j'en passe. Tout ce travail sur du coup les groupes Facebook dédiés au Kera, notamment celui sur le Tour du Kera qui est quand même pas mal suivi et où on a beaucoup de partage de photos. Voilà, et tout un travail de capitalisation sur les influenceurs, mais on y reviendra un petit peu plus tard aussi. Voilà, donc je vous en parlais, c'est cette trame d'intervention qui est en train d'être construite et qui du coup permet d'envoyer le bon message à la personne en fonction de l'infraction qu'on peut constater sur les réseaux sociaux. Voilà, donc là sur les veilles d'application, par exemple, si on nous signale un topo sur une zone protégée non habilité à accueillir le public, on va en demander la suppression au gestionnaire d'application. Si la requête est refusée, par exemple, on a un protocole où on envoie l'arrêté en vigueur, voilà, avec un argumentaire détaillé validé par la direction et l'équipe de médiation pour faire supprimer ce topo qui n'a pas lieu d'être. C'est le même système pour les réseaux sociaux qui mérite aussi aujourd'hui d'être plus développé pour maximiser notre temps d'intervention parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est assez viral et ça peut s'enflammer assez vite. Donc l'idée, c'est dès qu'une infraction est constatée, c'est d'intervenir le plus rapidement possible pour colmater un petit peu la brèche. Donc voilà, si on constate par exemple une mauvaise pratique sur une publication, ça va être de contacter la personne en message privé pour faire retirer la photo ou rajouter une mention dans l'espace commentaire ou dans la description de la publication pour que les personnes qui la voient en soient informées. Si on n'a pas de réaction de la personne, on va venir intervenir, donc ça soit en commentaire, soit après en lui rappelant la réglementation et les arrêtés qui peuvent entraîner après des poursuites. Pour finir, je vous montre des petits exemples d'interventions que Tiffaine a pu réaliser avant moi sur le post. Voilà, donc là par exemple sur Facebook, un partage d'une photo d'un chien sur le groupe dédié autour du Kera.
un chien qui n'est pas tenu en laisse et donc qui n'est pas autorisé, comportement qui n'est donc pas autorisé dans le KERA. Donc on est intervenu avec un message en commentaire rappelant la réglementation pour que les personnes qui voient le post puissent être au courant de la réglementation. Ce travail auprès des influenceurs, comme je vous le disais, qui est très important aujourd'hui, puisque avec les communautés qui peuvent les suivre, sont des porte-parole de cette sensibilisation. Et donc, il est important que les messages qu'ils transmettent soient en accord avec le parc. Donc là, par exemple, des influenceurs Rando ou qui ne tiennent pas leur chien en laisse aux abords des lacs, comportement qui n'est donc pas autorisé et qui a mené un message privé qui, du coup, a mené après une suppression du post. Pareil pour le format story, où on peut remarquer, ça c'est quelque chose qu'on remarque souvent, mais plus sur les personnes, sur les internautes et les utilisateurs lambda, avec beaucoup de comportements de chiens tenus sans laisse. Donc là, on a eu pareil une intervention en message privé et une prise de contact. Et enfin, comme je vous le disais, les influenceurs aujourd'hui qui ont un rôle très important dans le partage des bonnes pratiques, puisqu'ils sont des piliers sur les réseaux sociaux et ont des communautés assez engagées qui les suivent. Donc voilà, l'idée aujourd'hui avec l'Office de tourisme et le parc, c'est de travailler avec ces influenceurs pour transmettre des messages de sensibilisation en accord avec le parc. Et donc pour conclure, voilà, ce qui est important dans ce poste, c'est qu'on a beaucoup de répétitions des bons comportements et que ça prendra du sens que si tous les acteurs du territoire euh, euh, en prennent conscience et le portent. Donc voilà, c'est bien que le poste soit mutualisé. Donc c'est la force de ce poste, c'est que l'Office de tourisme et le parc aient déjà un message commun et puissent travailler avec les sociaux pros et les influenceurs pour faire porter ce message au plus grand nombre. Euh, la veille sur les réseaux sociaux aujourd'hui, elle est importante pour éviter la diffusion d'un mauvais message et les réseaux sociaux, ils sont inévitables pour les organismes de gestion, qu'ils soient parcs nationaux ou parcs naturels régionaux, puisque aujourd'hui, c'est inévitable que les personnes s'informent sur ces réseaux sociaux pour organiser leurs vacances ou trouver des idées de randonnée. Et donc, il est important qu'on soit présent pour éviter la mauvaise propagation des messages et pour avoir un message unifié aussi entre les structures pour qu'il soit le meilleur possible. Voilà, j'espère que j'ai été assez concis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci Lucas pour ta présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit sur la présentation de Juliette juste avant ou de Lucas. On prend un temps de questions, donc de questions, de remarques, des idées qui vous sont parvenues pendant les deux présentations. Vous pouvez aussi ouvrir votre micro si ça vous convient mieux. Moi, j'allais dire pour Lucas, doit te prendre énormément de temps de traiter tous les postes. Je sais Ouais, pas. mais forcément, on n'a pas la main sur tous les postes qui sont mis en ligne, hein. Déjà, tous les postes qui sont en privé, forcément, on n'y a pas accès. Après, on a quand même une bonne base de groupes Facebook et d'influenceurs qu'on suit activement sur les réseaux sociaux et qui nous permettent du coup de modérer les messages. C'est aussi les gens, quand ils nous taguent sur les réseaux sociaux, en fait, ils se rendent pas compte, mais ils nous envoient les mauvais comportements Mm. parfois. Donc, c'est aussi une façon un peu de traquer ces mauvais comportements. Donc voilà, mais oui, c'est un gros travail de fond qui peut être parfois un petit peu rébarbatif, mais qui est essentiel pour le partage du coup des bons comportements et faire le lien avec les éco-gardes. Et je sais pas, peut-être que tu l'as déjà dit, mais du coup, ce type de poste est présent aussi dans d'autres parcs ou c'est Non, une c'est innovation? le premier poste qui est de ce format-là et mutualisé entre deux structures. Donc Mm. c'est vraiment une volonté commune des deux structures de porter ce message. Je sais qu'il y a d'autres parcs qui peuvent être intéressés pour le créer. Après, c'est aussi une question de moyens et de volonté politique. Voilà, forcément. Est-ce qu'on a d'autres questions de la part des autres participants? On était trop clair. Oui. Vous étiez trop fort. Hum, On peut
On peut peut-être conclure s'il n'y a pas d'autres questions. Merci à vous deux et vous trois avec Caroline qui est partie, mais pour ces trois interventions. Les prochains rendez-vous de l'association Mountain Riders sont le 4 décembre sur l'impact des espaces sans tabac dans les domaines skiables. Donc ce sera en visio. Et un autre rendez-vous le 8 décembre qui portera là cette fois sur les élections municipales et sur l'apport du label Flocon Vert dans les programmes et la structuration des actions. Donc ce webinaire-là est à destination des élus ou toute personne en quête de construction d'une liste pour ces élections-là. Et pour les prochains cycles, pour les prochains webinaires de ce cycle, donc comme je le disais au début, ce sera le 18 décembre avec mes collègues qui vous parleront de la participation politique des jeunes. Donc on en a tous les mois, donc n'hésitez pas à suivre notre programme. Et pour conclure ce webinaire, je vous laisse la parole dans le chat ou à l'oral pour nous dire trois phrases avec ce que vous avez retenu, comment vous vous sentez à l'issue de ce webinaire et de ces échanges, et qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place à la sortie de ce webinaire. La parole est à vous. Estelle qui nous dit l'importance des réseaux sociaux dans la sensibilisation, de tester le jeu des barrières psychologiques. Et l'exemple intéressant du parc naturel régional du Pierrat, avec la double casquette de Lucas. Eh ben, merci à tous et toutes pour ce webinaire. Je vous laisse les coordonnées et je vous partagerai le lien de visio si vous voulez le lien du webinaire pardon, pour le relayer si besoin. Merci pour votre participation et bonne journée. Merci.